Et ce qui apparaît bien dans ce que vous dites, c'est quand vous dites qu'il y a un effet de surprise, ça veut bien dire que les soignants n'imposent pas une pensée. Hein, et vous avez employé deux termes qui me semblent tout à fait remarquables. Vous avez dit que l'infirmière, elle était à la fois disponible et dans un état de neutralité affective. Alors ça me faisait penser, vous savez, à la formule de Freud qui parlait de neutralité bienveillante. Et vous, en disant neutralité disponible, c'est peut-être encore mieux, hein, parce que bienveillance a quelque chose de paternaliste, on peut dire, tandis que là, disponible, ce que vous avez dit à la fin, il faut savoir écouter. Hein, et donc, c'est se mettre en état de disposition d'écoute pour que le patient se sente libre de trouver le sens même de sa vie. Hein. Et c'est justement parce que vous n'avez pas imaginé à sa place qu'il y a eu l'effet de surprise. Hein, c'est-à-dire que vous étiez disponible pour écouter. Non, c'est tout à fait profond et très, très intéressant. Bon. Bien, écoutez, ces exposés étaient passionnants. Nous n'avons peut-être pas beaucoup de temps, mais un petit peu quand même pour discuter. Ma coprésidente, vous voulez dire quelque chose ? Alors moi je voulais juste ajouter un mot par rapport à la notion de dignité que nous a décrit Monsieur Ricot. Je voulais dire que depuis ce matin, nous n'arrêtons pas de parler de la singularité, de la forme de vie vers laquelle nous devons nous ouvrir pour mieux la comprendre et de fait mettre la nôtre dans la poche pour mieux aller vers l'autre. C'est bien ce que j'ai compris, M. Fornel. Voilà, donc pour pouvoir accepter l'autre. Et je dirais que lorsque vous avez décrit pour vous les trois définitions de la dignité, j'ai bien retenu qu'il ne fallait pas passer d'une à l'autre. Et il est vrai que lorsque on dit de quelqu'un qu'il perd sa dignité, lorsque c'est quelqu'un qui est en fin de vie, qui est en état, dont le corps n'est pas convenable, eh bien on peut dire qu'il perd sa dignité. C'est vrai que lorsqu'on parle de dignité pour un soignant, c'est plutôt vers cette définition que l'on va. Et je pense que c'est très important là de s'ouvrir effectivement au patient, parce que cette dignité par rapport à la convenance, c'est lui qui va nous en donner la définition, qui va nous dire où est le problème. Dignité par rapport à sa convenance, à lui, à sa forme de vie, à ses habitudes sociales, etc., etc. Et nous, notre travail, ça va être de le ramener à cette dignité humaine. D'accord, là, il se passe ça sur votre corps, mais en tant qu'être humain, vous avez votre dignité. Et on parlait il y a peu de cette estime de soi qui va justement être peut-être à reconstruire pour pouvoir aller jusqu'au bout de sa vie. Donc pour moi, c'était très intéressant d'avoir ces différents niveaux, tout en intégrant bien qu'il ne faut pas tout mélanger et avertir lorsque on change de champ. Bien. Qui veut intervenir ? Oui, bonjour, je suis médecin en équipe mobile de soins palliatifs. Et moi, j'ai une question très simple. C'est qu'on est confronté quand même maintenant de manière régulière à des situations de sédation pour des symptômes insupportables, un peu longues. Notamment, maintenant, on a la possibilité de faire des sédations quand on estime qu'il y a une souffrance psychique très importante. Donc, on fait taire clairement le patient. Et survient de toute façon de manière plus ou moins rapide, ça dépend des situations, une demande de l'entourage, parfois des équipes, de hâter les choses, en nous rappelant que la situation n'est pas digne d'être vécue, que c'est plus une vie. On nous a même dit une fois qu'on n'est pas humain de donner la mort. Ma question, elle est quel sens donner encore à ces moments-là ? Voilà, très simplement. Très simplement, la question centrale du moment, à mes yeux, un groupe de travail de la Société française d'accompagnement en soins palliatifs, c'est pas le premier d'ailleurs, vient de publier, c'est pas encore rendu public, un travail précisément sur votre question, sur la sédation, qui a été dirigé par le docteur Colette Perrard et à qui m'a demandé de faire la préface de ce travail remarquable auquel participent de nombreux soignants. Alors,
quelle est ici la double question qui est posée? Premièrement, la double question qui est posée ici, c'est comme ça on m'entend? Quand les souffrances psychiques, physiques, ça va de soi, sont insupportables pour le patient et que l'on n'a pas d'autre solution que de l'apaiser par un endormissement réversible, hein, une sédation est un palier normalement dans un traitement plus général, il me semble que c'est parfaitement éthique de procéder de la sorte. Et que ici, la sédation remplit parfaitement son office. Et la question qui est évidemment derrière celle-là, c'est ne peut-on pas tricher un peu avec cette règle éthique et faire des sédations un peu cavalièrement et facilement, ce qui nous dispense finalement d'inventer les réponses adaptées aux situations et qui sont toujours difficiles, délicates. Je connais assez bien la situation du Benelux et je vois que là-bas, pour éviter de rentrer dans les critères de minutie qui sont ceux que la loi donne pour pratiquer des euthanasies pures et dures, si je puis dire, c'est-à-dire avec injection létale, je m'aperçois que de plus en plus se développent précisément des sédations bien appuyées, dont l'intention est clairement de faire mourir les patients et d'échapper au contrôle judiciaire. Et je pense que cette situation existe aussi en France, c'est-à-dire que la sédation est un outil qui recèle des difficultés, des dangers, et c'est bien, vous avez raison de le dire, la question de l'heure, pas simplement en France, mais j'arrive du Canada, où on se pose le même type de discussion. À l'évidence, cette sédation doit être travaillée. Alors, à mes yeux, elle ne peut être travaillée qu'avec un approfondissement de l'intention. Le mot a été prononcé ce matin avec beaucoup d'acuité par mes prédécesseurs. L'intention qui préside à l'acte médical est une notion évidemment philosophique et éthique. Vous préférez comme ça? Bon. Même comme ça. Bon. Merci. Donc, excusez-moi si vous n'avez pas saisi la totalité de mes syllabes et de mon propos. Je ne vais pas le répéter pour autant. Mais votre question en recèle une autre encore plus difficile. Quel sens donner à ce qui n'a pas de sens? Eh bien, permettez-moi une réponse de philosophe. Est-ce que l'humain se réduit à son utilité? À quoi sert l'agonie? À rien. Est-ce que ça veut dire que tout ce que nous vivons dans notre expérience d'humain doit se plier à ce nouveau critère qui est, à mes yeux, insidieusement dans la logique de ce que j'appelle le nouvel ordre moral, qui nous enjoint précisément de faire en sorte que tout ce que nous vivons soit conforme à des normes déterminées. Est-ce que nous en sommes, nous autres sociétés occidentales fatiguées et vieillissantes, au point que nous nous disons qu'il y a des phases de l'existence qui ne valent plus d'être vécues, et je ne parle pas simplement ici de la fin de vie, parce que je suis très très interrogé par les naïvetés, à mes yeux, philosophiquement beaucoup plus pertinentes que nos constructions intellectuelles occidentales. Je suis très très interrogé par ce que l'on me dit dans des pays plus pauvres que le nôtre et où la question de l'utilité ne se pose pas dans les mêmes termes que chez nous. Oui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de mourir. Est-ce que ça sert à quelque chose de vivre? Alors, si la définition de la vie qui vaut d'être vécue, c'est une définition standardisée au point que, comme je l'ai dit, c'est être en bonne santé, en bon état, etc., alors oui, nous sommes dans une logique là où
il faut éliminer tous les Alzheimer. Mais je vous rappelle que ce n'est pas le nazisme qui a pris cette décision. Je vous rappelle que ce sont les sociétés savantes du début du XXe siècle qui disaient déjà qu'il y avait des vies qui ne valaient pas d'être vécues, parce qu'elles ne servaient à rien. Ce ne sont pas les nazis qui ont dit ça les premiers, eux ils l'ont mis en œuvre tout de suite, mais les sociétés savantes, Charles Richet par exemple, prix Nobel de 1913, grand physiologiste français, ne disait pas autre chose. Il disait qu'il y avait des vies qui ne valaient pas d'être vécues et qu'il fallait par conséquent éliminer les handicapés, parce que ça ne valait pas d'être vécu. Et en effet, nous serons toujours, tant qu'il y aura de l'humanité, confrontés à cet absurde qui fait que, puisqu'on va mourir, autant anticiper la mort. Mais est-ce que ce n'est pas, mais Lucrèce l'a déjà dit ça, est-ce que ce n'est pas une façon d'avoir peur de la vie et donc peur de mourir que de toujours se dire, il faut que tout ait un sens. Mais si nous acceptions, et ça c'est difficile en effet à entendre aujourd'hui, dans une société hédoniste et consumériste, si nous acceptions d'entendre que le sens n'est pas autre chose que celui que nous donnons dans l'accompagnement. Je suis désolé, oui. Vous savez, un philosophe, il faudrait lui mettre un micro à bonne distance et puis pas lui laisser dans les mains, parce que c'est vrai que... justement, vous alliez me l'enlever, alors je vous le donne. Donc vraiment, oui, ça m'interroge beaucoup cette idée qu'il faut absolument que ça ait un sens. Ben non, ça n'a pas de sens. Je veux dire que, est-ce que j'assume le fait que tout n'a pas de sens? Est-ce que ça a un sens de mourir? Est-ce que ça a un sens de souffrir? Est-ce que ça a un sens d'aimer en souffrant? Vaste question. Mais si vous me dites que tout doit avoir un sens, ça veut dire que, implicitement, en effet, il y a des vies qui ne valent pas d'être vécues, qui ne sont pas dignes d'être vécues. Et que donc, il faut les éliminer. C'est la conclusion immédiate. Attention, attention. Nous pouvons très bien, d'ailleurs, aller dans cette civilisation-là, ou plutôt dans cette non-civilisation-là. Tous les clignotants sont à l'orange, à mon avis, en ce moment. Une autre question? Oui, bonjour, excusez-moi. Alors, je me présente. S'il vous plaît, un petit peu de silence. Je suis étudiant en première année de santé. Et juste pour répondre aux philosophes, je pense que c'est un petit peu fataliste comme réponse, mais bon, si on est sur Terre, peut-être que notre vie, au départ, n'a pas un sens directement, mais au moins, je pense que si on a la faculté d'ouvrir les yeux et d'essayer de voir quel sens donner à sa vie, au moins, c'est l'objectif de tout le monde. Et personnellement, après avoir passé mon bac, moi, j'avais l'intention d'aller en classe préparatoire pour faire pilote d'avion. Et du jour au lendemain, comme ça, je me suis dit, non, je vais aller en études de santé. Et vraiment, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie, d'avoir donné un sens à ma vie. Et vraiment, je souhaite à tout le monde de vivre ça. Et pour revenir à ce que vient à la conférence S'il vous plaît, écoutons-nous. De Madame Leboul, vous faites la distinction entre les soins et les besoins psychiques et spirituels. Alors, je n'ai pas assez d'expérience pour faire la distinction entre les deux, mais c'est vrai que quand on parle de soins palliatifs, on a tendance directement à guérir ou à soulager le physique, alors qu'en fait, la seule chose peut-être que le patient désire, ce serait plutôt de soigner le psychique ou le spirituel. Par exemple, voilà, une personne qui souffre d'un cancer, d'accord, on va lui donner des soins palliatifs pour des médicaments pour soulager sa douleur physique. Mais si ça se trouve, c'est mon point de vue, je suis intimement convaincu qu'une maladie n'arrive pas spontanément comme ça. Si la maladie se déclenche, c'est un déséquilibre qui, pour moi, a une origine psychologique. Du coup, je reviens à un exemple que nous avait donné le professeur Grimaud à un essai clinique. C'était un jeune garçon qui s'était fait une tentative de suicide parce qu'il avait eu un problème, un désaccord, problème de communication avec ses parents. Du coup, c'est pour lui la manière de sonner l'alerte et de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour un patient qui, justement, est à un stade de fin de vie, à mon avis, il y a la première chose que le patient voudrait, c'est pas forcément mourir ou soigner sa douleur, ce serait, au fond de lui, qu'est-ce qu'il aurait voulu faire avant de mourir
Et en général, c'est une réconciliation avec des personnes qu'il n'a pas pu avoir. Et peut-être qu'une nouvelle optique, ce serait au lieu de toujours chercher à apaiser la souffrance du patient, tant qu'à faire, autant l'euthanasier. Et, on passe à autre chose, on gagne du temps. Mais dans ce cas-là, c'est un scandale puisque ce n'est pas du tout éthique. Alors plutôt que d'essayer de l'apaiser physiquement, pourquoi ne pas l'accompagner comme on essaie de le faire, mais en essayant de comprendre qu'est-ce qu'au fond il veut vraiment pour après partir sereinement vers la mort. C'est fermé. Alors, moi, excusez-moi, le micro ne marchait pas, mais je crois que vous soulevez quelque chose. Voilà, je ne réponds pas à votre question. Votre question, vous la travaillez vous-même d'ailleurs. Hein, vous êtes en train de vous donner vos propres réponses. Mais ce qui me semble important, ou intéressant en tout cas dans ce que vous avez dit, c'est qu'on a peut-être trop à l'idée, même si on utilise le vocable souffrance globale, je pense qu'on a dans la tête qu'il y aurait la souffrance physique, plus la souffrance spirituelle, plus la souffrance psychologique, plus la souffrance sociale. C'est-à-dire qu'au fond, alors là, je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, hein, mais autant en discuter. Je pense que cette notion de souffrance globale, telle qu'on l'utilise en soins palliatifs, elle est contre-performante. Dans la mesure où on ne peut pas, c'est-à-dire, effectivement, vous avez raison, la maladie arrive chez un patient, il va la vivre d'une certaine façon, dans un contexte, il va faire des liens pour lui-même sur les causes ou les raisons qu'il va donner, c'est son histoire. Mais nous, on aurait une tendance, en tant que soignant, à dire, là, il y a un symptôme physique, on va se soigner, il va y avoir une problématique psychologique, une souffrance psychologique, on va intervenir, et là, on fera appel au psychologue, et puis, spirituel, on fera appel aux religieux, voilà. Et ça, effectivement, il faudrait peut-être retravailler la notion de souffrance globale véritablement pour montrer comment c'est intriqué, et non pas comment c'est pas une simple addition de composantes. Je crois qu'il y a tout un travail très pédagogique à faire là-dessus. Hein. Oui, moi, je voulais faire deux petits commentaires. Le premier, c'est par rapport au sens à donner et à l'utilité de l'agonie, puisque vous avez pris cet exemple. Je crois que, effectivement, on est dans un contexte sociétal où on veut toujours donner un sens et trouver une utilité. Et moi, je pense que c'est vraiment notre gros péché d'orgueil. Je vais même plus loin, je pense que ça fait partie de notre péché originel. C'est-à-dire de vouloir toujours expliquer les choses. Et qu'on détruit une grande partie de notre puissance relationnelle et de notre être, tout simplement, en essayant à tout prix de trouver des explications, surtout dans les contextes difficiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et vous allez voir que c'est un peu lié, c'est par rapport à la sédation ultime dont vous avez parlé tout à l'heure, sédation forcée, qui est plus ou moins conseillée dans la loi Leonetti, dans le cadre d'un soin palliatif qui permet de soulager une souffrance physique ou psychique d'un malade mourant. Un des gros défauts de cette loi que j'ai appliqué quotidiennement, je crois qu'un de ses gros défauts, c'est de ne pas être assez connu. Mais en dehors de cela, quand on la connaît et qu'on quand on l'applique dans les services, un gros défaut, c'est qu'il n'y a pas de curseur par rapport à cette sédation. Ça n'est pas écrit, et je crois que toutes les analyses qu'on fait aujourd'hui sur cette nature de sédation, toutes les analyses disent qu'il faut la faire, elle est nécessaire, elle est accompagnatrice pharmacologique, comme adjuvant d'un accompagnement psychologique. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où aller, à partir d'où s'arrêter. Et que le dépassement de la dose, qui peut être fait avec l'intention, je reprends votre mot, de sédater, d'alléger la souffrance,
peut nous faire basculer en le sachant ou sans le savoir, parce que là aussi, il y a une ambiguïté, on le voit très bien chez les médecins qui manipulent, nous faire basculer vers le un petit peu trop. Et c'est un petit peu trop qui n'est jamais explicite. C'est un petit peu trop qui est implicite et qui fait qu'on se retrouve relativement serein malgré tout, parce qu'on a soulagé, mais qu'on a un petit peu dépassé. Vous avez complètement raison sur tout ce que vous avez dit, et il y a pourtant un élément que je n'approuve pas, c'est que vous reprochez au législateur de n'avoir pas été assez précis. Et moi, c'est le contraire. Je lui reproche d'être parfois trop précis. C'est-à-dire que, je m'explique, je l'ai dit, j'ai accompagné cette loi, j'ai fait partie des personnes auditionnées, j'ai fait partie des personnes qui ont participé à l'évaluation de la loi, et j'ai toujours dit qu'il fallait maintenir impérieusement des zones grises, où précisément le jugement singulier va pouvoir s'effectuer sans avoir l'épée de Damoclès d'un législateur qui, au demeurant, est bien incapable de rentrer dans les détails que vous souhaitez. Je pense que, par exemple, le législateur n'a pas à définir le contenu de ce qu'est une obstination déraisonnable. Je pense que c'est aux sociétés savantes, l'une après l'autre, et avec des révisions régulières, de promulguer des recommandations de bonnes pratiques qui serviront, le cas échéant, si, à Dieu ne plaise, il y avait un jour au tribunal des contentieux, qui serviront de repérage, bien entendu. Mais je ne voudrais pas que le législateur se mêle de définir avec une trop grande exactitude, qui serait forcément très vite dépassée par l'évolution au demeurant, ce qui est de l'ordre des bonnes pratiques, de ce qui est de l'ordre des mauvaises pratiques. Et donc nous serions d'accord là-dessus. Mais là où vous voyez un défaut de la loi, j'y vois au contraire, et je fais appel à mes collègues philosophes ici présents, j'y vois au contraire l'avantage de la loi. Le livre 5 de l'éthique à Nicomaque, excusez-moi de dire ça comme ça, d'Aristote, nous explique que la loi n'est là que pour la généralité et que nous avons toujours la ressource de l'invention de la justice dans les situations singulières, et c'est ce que le juge du tribunal d'ailleurs va appeler l'équité. Et ça, c'est très très important de le maintenir. Je me battrai, je crois, jusqu'à mon dernier souffle pour que la loi reste une loi générale et non pas une loi d'exception. Je rejoins complètement ce que disait dans la mission d'évaluation un Robert Badinter sur ce genre de situation, et quelques grands juristes qui avaient, avant moi, été interrogés sur cette fonction de la loi. C'est important que vous autres médecins, vous ayez votre marge de jugement, la faculté de juger vous est laissée. Et c'est très important. Et en effet, un juge sera toujours embarrassé de voir l'intention. L'intention, c'est le fond du cœur. Mais il pourra y avoir des situations où des experts diront des choses et d'autres où on laissera les choses en l'état. Je ne suis pas pour l'hypocrisie, mais je suis pour le maintien de ces zones grises où l'humain doit inventer, dans la singularité de chaque situation, la réponse appropriée, quitte à ce qu'il y ait des dérapages. Mais plus vous allez contrôler, plus vous allez être pris dans la fureur législative. Et là, de droite comme de gauche, aujourd'hui, c'est un peu ça, la tentation. Eh bien, plus vous... Badinter a dit, la loi Leonetti, c'est une des meilleures lois du siècle. Mais il faut lui laisser quelques dizaines d'années pour s'appliquer. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, et j'ai du mal à m'expliquer. Je ne reproche absolument pas aux législateurs de nous avoir laissé une zone d'ombre. Au contraire, parce que c'est notre survie de praticien médical et d'appréciation en fonction de l'individu qui est en jeu. Et c'est grâce à ce flou que qui nous laisse une certaine degré de liberté. C'est pas du flou, c'est de la généralité. Une généralité, si vous voulez. Marie-Georges Buffet au Parlement, Marie-Georges Buffet, la députée, l'ancienne secrétaire du Parti communiste, avait dit exactement la même chose. Elle avait dit c'est la loi générale qui compte, c'est pas les exceptions. Et surtout nous autres législateurs. Voilà quelqu'un qui a compris ce que c'était que la loi. Je fais exprès de choisir à gauche mes références en ce moment parce que, en effet, à la gauche en ce moment, il me semble qu'elle ne sait plus très bien où elle en est sur ces questions-là. Mais il y a encore des gens qui sont compétents. Marie-Georges Buffet, Robert Badinter, Claude Évin, pour n'en citer que quelques-uns. Bien. Vous avez longuement débattu sur
la deuxième partie de votre intervention. Dominique, je voudrais dire un mot quand même sur votre première partie, quand vous avez dit nous cherchons toujours le sens. Je pense que, pour qu'on comprenne bien, ce que vous avez dit n'est pas en désaccord avec ce qu'a dit Mme Le Boule. Elle a dit exactement l'inverse, puisque justement ce qu'elle a dit, c'est, elle disait les soignants n'arrivaient plus à comprendre et ne voulaient plus comprendre. Ils sont restés à l'écoute et disponibles pour que ce soit le malade qui puisse exprimer son sens. Hein. Donc c'est pour que ce soit clair. Voilà. Voilà. Et justement, l'accueil, justement, pour ne pas imposer notre sens, pour que ce soit celui du patient qui puisse être là. Bien,